rêvé, on peut dire, de vivre d'une façon différente et j'ai donné corps à ça quand je suis parti, quand j'ai eu une vingtaine d'années et que je me suis dit que je ne voulais pas continuer à faire ce que la société attendait de moi, que ça ne me convenait pas et que pour ce faire, bah, je suis parti vivre dans les bois aux États-Unis pendant une dizaine d'années et où là, j'ai voilà, pu, comment je peux dire? Rendre, cohérent justement, donner corps à ce qui m'animait profondément, à ce que je ressentais véritablement, ce qui me paraissait être juste, parce que c'est ça qui m'apporte, cohérence, justesse et ça n'a pas toujours été facile, bien évidemment, mais ça s'est passé et me relier avec les plantes, ça a été la et c'est toujours la force de toute ma vie. Après, j'ai rencontré des gens quand j'étais là-bas qui, eux aussi avaient envie de vivre les choses différemment par rapport à ce qui se passait dans le monde et dans leur vie et qui m'ont demandé de leur apporter, enfin de partager mes connaissances avec eux. Et c'est là que j'ai commencé à donner des cours, mais déjà depuis longtemps, avant de partir aux États-Unis, j'avais envie de partager avec les autres, tout ce que je découvrais avec les plantes, parce que c'est ce qui me porte donc depuis que je suis tout petit, quoi, qui fait vraiment du sens. Mais évidemment, pendant longtemps, ça ne restait qu'un rêve inaccessible dans la mesure où on me disait: «Mais attends, mais sois sérieux, je veux dire, fais quelque chose, gagne de l'argent, insère-toi dans la société, hein». Et c'est logique, je pourrais en parler un petit peu plus tout à l'heure parce que c'est une logique Mmh. familiale d'une part, mais c'est une logique sociétale. En fait, j'ai parcouru un petit peu les différentes étapes de notre société, néolithique. J'ai compris pourquoi on s'est séparé des plantes, en l'occurrence de la nature d'une façon plus large, pourquoi on est parti dans des histoires qui sont compliquées et qui ne sont pas que très agréables et qui façonnent le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle. Et donc en prenant du recul par rapport à tout ça, j'ai pu, remettre en perspective, non seulement mon parcours, non seulement ma vie, mais voilà, je dirais celle de notre société et j'ai des idées, des propositions à faire pour, changer les choses. Je le fais. Donc à partir du moment où j'ai commencé à partager mes connaissances sous forme de stage, voilà, ça j'ai commencé, ça fait 50 ans, hein, ça fait plus de 50 ans que je fais ça, en fait. Mmh. Hem Et puis après, j'ai voulu donner un peu plus corps dans la mesure où je voyais passer des gens, je voyais, hem, des personnes très intéressées, mais tout le monde se séparait. C'était ça qui était ça m'était toujours un peu difficile, ces séparations et donc j'ai créé en 2008 le collège pratique d'ethnobotanique, qui est une formation qui dure 3 ans et puis, ça m'a permis de rassembler autour de moi et autour d'un noyau d'autres personnes, finalement, bah, des gens qui sont intéressés par les plantes, mais non seulement par les plantes parce que, voilà, dans le collège pratique d'ethnobotanique, il y a ethnobotanique et ethnobotanique, c'est l'étude des rapports entre l'homme et les plantes et c'est ce qui fonde notre monde, c'est ce qui fonde notre société. Donc, je trouve très intéressant et 3 ans, c'est pas trop pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe et donc, voilà, maintenant, pour diverses raisons, j'ai envie d'étendre la chose. C'est pour ça que je suis ici en ce moment. Avant, je restais un petit peu dans mon coin, ça tournait bien, hein, ça tournait bien. Des stages sur la gastronomie sauvage parce que j'aime bien prendre les gens par l'estomac, ça me paraît être une excellente approche, hein. En tout cas, ça marche super bien. Par le biais des cuisiniers, ça permet aussi de remettre comment dire? Ces êtres vivants, hein, qui ont été rejetés, qui ont été méprisés pendant des siècles pour des raisons dont on pourra discuter si vous voulez, que j'ai bien, déchiffrées, je pense. Ça permet de les remettre, au centre de l'image et ça, c'est bien, mais ça demande du travail et puis également, j'organisais depuis donc plus de 50 ans des survies douces où j'emmenais
Oh, je peux encore le mettre au présent, mais voilà, où j'emmène des gens dans la nature aussi sauvage que possible. Je l'ai fait aux États-Unis, je l'ai fait en Europe dans différents endroits, je l'ai fait dans différents coins du monde. Et l'idée, c'est de partir avec le moins de choses possible. Enfin, je ne vais pas vous expliquer ça puisque vous le faites et que vous le comprenez, je pense. On va Euh, revenir, ouais, sur ces aspects-là, voilà, mais voilà. sinon, Mais pour un répondre tout à ta petit peu en question, arrière. pour répondre à ma question, je vis mes rêves. Je vis mes rêves depuis que je m'en suis donné les moyens, je dirais. Et ça Ok. marche bien, c'est très chouette. Tu disais que ma question, est-ce qu'il te reste des rêves à réaliser? Tu as dit non, à part Oui, la rencontre. oui, il me reste un grand rêve. Il me reste un grand rêve à réaliser. Ce rêve à réaliser, c'est mettre les plantes dans la vie de chaque être humain, de chacun des 8 milliards de personnes qui vivent sur Terre. De mettre les plantes au centre de la vie de 8 milliards de personnes qui vivent sur Terre, de façon à ce que les choses se passent un petit peu mieux, de façon un peu plus intelligente, de façon à ce que ce soit moins les peurs qui gouvernent la vie des gens, mais plus un rapport sain avec les êtres vivants non humains, en particulier les plantes. Les animaux, ça me paraît un peu plus difficile. Les plantes, je trouve que ça marche très bien parce qu'en plus, les plantes, on s'en nourrit. Les plantes sont indispensables à notre état de santé physique, je pense, et à notre état de santé mentale également. Donc, voilà, c'est quelque chose qui me paraît tout à fait logique, simple d'ailleurs, simple, mais là, pour le moment, j'en suis pas encore à 8 milliards de personnes, quoi. J'en suis un petit peu moins que ça. Et un de mes projets, un de mes rêves, puisqu'on emploie ce terme, qui me paraît tout à fait juste, hein, personnellement, c'est de bosser avec les Ducnat pour que les enfants français déjà, francophones ensuite, du monde entier pour continuer, puissent dès le départ développer cette tendance qu'ils ont de toute façon et qui les porte, eux, vraiment vers l'autre, pas seulement l'autre humain, mais l'autre non humain, et les animaux en particulier, il faut le dire, mais les plantes également. Donc, accompagner cette tendance complètement naturelle chez les enfants humains, qui est de se relier avec les plantes, de les connaître, de les découvrir, de ne plus en avoir peur, et de vivre dans un monde où, voilà, où la peur ne sert plus qu'à à quoi elle doit servir, mais qu'elle soit remplacée par, voilà, un sentiment de relation. Mm. C'est pas mal, non? On y va? C'est pas mal comme rêve, ouais, je te suis. Voilà. Justement, tu parles de l'importance de la connexion à la nature, aux plantes notamment pour les enfants, pour les plus jeunes. Tu dis aussi que toi, tu t'es connecté avec ce monde-là assez jeune. Est-ce que tu peux Mmh. nous en dire un peu plus sur ta première approche? Oui. Moi, j'ai alors, tu es figé là, Michael, mais tu m'entends toujours, j'espère? Ça va? Ça marche? OK. Oui, oui. OK. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir une, maman alpiniste. Elle était issue d'une, famille de médecins, je pourrais revenir là-dessus parce qu'encore une fois, c'est une histoire de lignée personnelle, mais c'est l'histoire de notre monde, en fait. Hem, donc elle avait du mal avec le monde dans lequel elle vivait et elle trouvait son équilibre, en gravissant les hautes montagnes, elle trouvait son bonheur sur les sommets alpins. Et quand j'étais petit, moi et ma sœur, elle pouvait pas nous emmener tout là-haut, mais du coup, on allait se balader ensemble, on allait, comme je le disais tout à l'heure, ramasser des framboises, des myrtilles, des champignons. Elle avait fait un herbier, elle nous expliquait les plantes et les fleurs des prés et des bois. Enfin, c'était complètement bucolique. C'était complètement bucolique. Et moi, voilà, ça m'a formé, c'est ce qui est toujours en moi profondément et ce que jusqu'à présent, ce qui m'émerveille au quotidien, quoi. Donc j'ai eu cette chance et j'aimerais bien pouvoir proposer cette chance à tous les enfants du monde, comme je disais. Ok. Je vais poser une question peut-être un petit peu bizarre, mais depuis tout à l'heure, on parle des plantes et j'aimerais Ouais. savoir, je pense que tout le monde a une idée de ce que c'est qu'une plante, mais j'aimerais Oui. savoir ce que c'est pour toi.
Qu'est-ce que c'est pour toi une plante? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est? Quel mot tu mettrais là-dessus? Oui, bon, bien évidemment, donner une définition serait pas suffisant, hein. Il y a plusieurs niveaux. Mais une plante, c'est d'abord, on va parler, allez, on va donner une définition scientifique parce que c'est bien, ça permet d'avoir les deux pieds sur terre, l'approche scientifique. Je la pratique, ça marche bien. Et donc, une plante, c'est un organisme autotrophe, c'est-à-dire c'est un organisme qui fabrique sa propre nourriture lui-même, qui vit donc de façon indépendante grâce à la photosynthèse, c'est-à-dire transformer l'énergie du soleil en énergie chimique stockée sous forme de sucre. Et c'est ce qui est à la base de toute la vie sur Terre, non seulement des êtres autotrophes que sont les plantes, mais d'autres êtres que sont saprophytes, par exemple, que sont les champignons, et d'autres êtres parasites, quelque part, on peut le dire, que sont les animaux, dont nous. C'est-à-dire que sans les plantes, on ne vit pas. Les plantes, enfin, elles fabriquent pas, mais elles transforment l'énergie solaire en une énergie que les animaux peuvent utiliser et mettre à profit, si on veut dire ça comme ça, pour pouvoir vivre. Voilà. Par la même occasion, elles fabriquent des déchets, un déchet particulier qui s'appelle l'oxygène et qui nous permet de respirer. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà. Donc ça, c'est un aspect. Pour les plantes, pour moi, c'est aussi une source d'aliments. Donc ça découle de ce que je viens de dire, hein. Sans les plantes, pas de vie. Et les plantes sauvages sont pour moi une source de nutriments absolument indispensable. On s'en est séparés, on pourra peut-être en rediscuter si vous voulez de ça, mais en tout cas, il me paraît important d'un point de vue, là je reste encore assez matériel si vous voulez, et du point de vue nutritionnel, les plantes nous apportent en particulier tous les micronutriments qui nous manquent dans l'alimentation néolithique qu'on a mis au point depuis 12 000 ans et qui est carencée, il faut le savoir. Alors, on peut prendre des compléments alimentaires, évidemment, qui viennent des plantes d'ailleurs, des petites pilules qui nous permettent de nous apporter les micro-éléments qui nous manquent. Ok, c'est une chose. Moi, je préfère trouver ça dans les végétaux qui abondent, parce qu'ils abondent autour de nous, qui sont faciles à reconnaître, à récolter. Donc voilà, ça c'est un autre aspect qui est également important. Moi, dans 26 ans, je serai centenaire. Ça veut dire que j'ai 74 ans et que j'ai la pêche. Je pense, a priori, qu'il n'y a pas de mystère absolu là-dedans, que c'est pas que du bol, mais que c'est lié aussi au fait que voilà, j'apporte à mon organisme tout ce dont il a besoin. Et voilà, C'est ça du point de c'est vue une alimentaire, chose. là. Ouais, sur le point de vue nutritionnel, parce que point de vue alimentaire, il y a également le côté, comment on peut dire, gustatif, tu vois, le côté plaisir. Ah, putain, excusez-moi, mais enfin, je veux dire, il y a tellement de saveurs dans les plantes, c'est quelque chose qui est tellement extraordinaire de découvrir, devant lequel on émerveille nos papilles, je dirais, au quotidien. Je le fais au quotidien, chaque fois que je me fais je sais pas, une petite salade de stellaire ou des pousses de berce cuites à la vapeur avec une petite sauce pacha. Enfin, je veux dire, c'est un miracle de plaisir gustatif. Ça. Et ça, comme je disais tout à l'heure, j'aime bien partager ça dans mes stages de gastronomie sauvage avec les gens. Ça marche hyper bien. C'est Mmh. vraiment très chouette de se rendre compte qu'autour de nous, il y a un monde de saveurs véritablement, comment dire, méconnu, qui l'a été, qui ne l'est plus, encore une fois pour des raisons tout à fait précises, qui sont des raisons socio-économiques. Hein. Voilà, donc ça, cet aspect gustatif, c'est également très, très, très important. Ça nous nourrit. Et puis, bah, voilà, il y a une nourriture, pour moi, la nourriture relationnelle, on peut dire. On pourrait parler de nourriture spirituelle, on peut en discuter. Mais en tout cas, la nourriture relationnelle, elle est absolument importante. C'est-à-dire que la plante, cet être vivant qui est autre que nous, qui est fondamentalement autre que nous, comme le dit Francis Allais, en fait, on est très proche des plantes justement parce qu'elles sont très différentes de nous, beaucoup plus que les animaux. Et donc, cette différence, cette complémentarité, ben, elle est facile à mettre en, comment dire, à, à mettre en évidence, à vivre, je dirais tout simplement, euh, déjà par l'utilisation des sens que la nature
Alors 5 sens qui sont bien répertoriés, hein, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Pour moi, ce sont des éléments qui sont très importants dans ma relation avec les plantes. Voilà, donc ce sont des éléments de relation. Et puis après, eh bien, il y a les choses qui vont plus loin que ça, d'autres sens peut-être, appelons ça, parlons de spiritualité si on veut. Enfin, c'est une relation qui n'est pas tellement bien codifiée, hein, on n'a pas beaucoup de données précises là-dessus, mais chacun peut le vivre ou ne pas le vivre, pourquoi pas. Et en tout cas, c'est un sentiment, là encore une fois, de relation, mais je ne sais pas comment dire, de bien-être, de justesse. Moi, je sens vraiment la justesse et la cohérence quand je me trouve avec voilà, quand je me trouve avec les plantes. Et le gros intérêt des plantes, c'est qu'il y en a partout, quoi. Il y en a absolument partout. Il n'y a pas besoin d'aller dans la jungle, dans la forêt amazonienne, ni même dans une forêt de chêne, pour vivre ce sentiment, où que ce soit, même en pleine ville. Et je me rends compte, parce que c'est ça que les plantes m'apportent. Je le dis peut-être de façon un peu confuse, je m'en excuse, mais j'essaye de le préciser, parce que c'est compliqué, les mots sont un peu légers pour ça. Mais en tout cas, par exemple, quand je suis en plein Paris, je me rends compte que je suis en fait entre deux forêts. Je me trouve entre deux forêts climatiques. Je me trouve entre deux ensembles de plantes où il y a des animaux également, mais où l'homme n'a pas toute la place dominatrice qu'il a prise aujourd'hui sur la planète. Et ça, purée, ça me fait du bien, quoi. Mmh. Voilà. J'arrive à lâcher un petit peu, à lâcher prise un petit peu de ce pouvoir que nous avons développé en tant que société à partir d'il y a 12 000 ans au néolithique, en mettant en place une nouvelle façon de se relier aux plantes, c'est-à-dire en obligeant un petit nombre de plantes considérées comme alimentaires, textiles, oléagineuses et autres, à nous fournir ce que nous voulons. Gabriel, tu as ton micro qui fait beaucoup de bruit. Si tu veux bien fermer ton micro, Gabriel, s'il te plaît. Merci. Euh, donc, j'arrive à me trouver dans un espace où, où je suis l'égal des plantes, peut-être, où je ne suis plus cet être qui domine et qui, par la technologie, réussit à prendre le pouvoir et finalement, il faut bien le dire, à détruire tout ce qui l'entoure, y compris Mmh. lui-même. Il y a un esprit profondément morbide chez l'être humain, confère ce que Freud en disait par exemple, qui est quelque chose à remettre en perspective de façon très sérieuse, quoi. On peut faire mieux et c'est ce rapport avec les plantes, pour moi, dans ma vision des choses, qui permet de trouver cet équilibre et finalement, et au final, ce bien-être en nous-mêmes. OK. Je reviens un peu sur l'aspect, alimentation. Tu en parlais tout à l'heure. Mmh. J'ai vu que tu avais répertorié dans ton bouquin, dans ton livre, Le régal végétal, autour de 1 600 plantes sauvages comestibles uniquement en Europe et que tu Ah. estimes qu'il y en aurait dans le monde environ 80 000 comestibles, peut-être plus, hein, sur les 350 000 espèces à peu près qui se trouvent, dans le monde, alors qu'au niveau alimentaire, mondial, on a une trentaine à 90. Ça coupe des fois, Michael, Tu hein. tu peux commenter ça un petit peu? Oui, 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 volontiers, volontiers. Ça coupe? Bah, encore une fois, c'est le néolithique. Je parle beaucoup de néolithique parce que c'est vraiment ce qui est à la base de notre vie actuelle, hein. C'est cette façon de se relier au monde et en particulier donc d'obliger un petit nombre de plantes à produire. Les plantes qu'on cultive, euh, la base des plantes qu'on cultive, voilà, on a choisi des céréales, on a choisi des légumineuses il y a 12 000 ans, parce que ce sont des plantes qui permettent de stocker de l'énergie dans un petit volume et qui, par la même occasion, permettent de créer de la richesse. Parce que si on en a beaucoup, on est riche, on peut échanger ces, comment dire, cette nourriture, cette énergie concentrée contre différents biens matériels et autres d'ailleurs, et donc prendre du pouvoir. Et il y a 12 000 ans, donc, on a développé
un nouveau système de relations au monde, un nouveau système de société agricole, non pas pour nourrir des gens qui crevaient de faim, ça c'est une image qui serait important de remettre en perspective, mais en fait, je raccourcis la chose, hein, je la raccourcis vraiment très bien, mais pour créer du pouvoir et pour permettre à certaines personnes d'acquérir du statut et de se présenter mieux que les autres, et puis, encore une fois, de pouvoir agir sur son environnement pour, on va dire, se faciliter la vie. Et on est toujours dans ce processus. Voilà. C'est un processus qui, d'un point de vue du végétal, s'est montré extrêmement, comment je peux dire, extrêmement efficace, hein. La technologie qu'on a développée, ça nous a permis de faire toutes sortes de choses et il y a des aspects très chouettes, mais il y a forcément eu un appauvrissement dans l'utilisation de, comment dire, on va dire des ressources végétales qui nous entourent. Voilà. Donc c'est un processus qui prend sa source assez loin, il y a 12 000 ans, et qui s'est accéléré, très accéléré à la fin du 19e siècle, avec, et au 20e siècle, avec la production agricole de masse. Je voudrais quand même, il y a un phénomène qui est fondamental parce que c'est ce qui a éloigné la plante sauvage de nous, c'est au Moyen Âge, le fait que la société s'est clivée en deux justement, toujours, c'est pour ça, et ça c'est très important cette période, parce que donc les classes supérieures ont voulu se démarquer des classes inférieures par l'habitat, par l'habillement, par la langue, par l'alimentation, donc vivre dans des châteaux, porter des habits qui montraient bien qu'on ne travaillait pas, parler la langue de cour plutôt que les patois, et dans l'alimentation, mettre l'accent sur l'animal, et dans le domaine du pur végétal, mettre l'accent sur la plante cultivée plutôt que sur la plante sauvage, ce qui est cultivé étant ce que beaucoup plus valorisé parce que Dieu nous a imposé de transformer la nature brute à son image. Donc ce qui est transformé par le génie humain, qui est le génie divin, a beaucoup plus de valeur que ce qui est sauvage, qui est brut. Et ça se manifeste, en fait, ça, par une question de statut, c'est-à-dire qu'en gros, manger des haricots verts, ça veut dire moi, je suis quelqu'un de bien parce que j'ai les moyens de payer un jardinier qui me propose des aliments qui n'existent pas dans la nature. Et si je mange de la soupe d'ortie, ça veut dire moi, je suis un pauvre hère, je n'ai pas les moyens de faire autrement que d'accepter directement ce que me propose la nature non transformée. Donc cette question de statut, les plantes sauvages étant un symbole de statut inférieur, c'est quelque chose qui est très important dans l'abandon, dans le rejet, même on peut dire, de ces aliments. Ce phénomène couplé à ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'agroalimentaire, les techniques alimentaires, agroalimentaires, fait qu'on rétrécit énormément et de plus en plus la consommation de végétaux. Déjà, les plantes sauvages, on les laisse de côté, c'est un truc de pauvre, on ne s'y intéresse plus. Et même dans le domaine des plantes cultivées, ma foi, il faut rétrécir la quantité, la diversité d'aliments proposés, parce que sinon, c'est beaucoup trop compliqué dans un système industriel. Voilà. Donc, ça fait que sur les 80 000 espèces de plantes, ou sans doute davantage, hein, qui existent dans le monde, parce que ce phénomène, il est en train de se produire dans le monde entier. Hein. Il y a encore beaucoup de gens qui utilisent des plantes sauvages, en Crète, par exemple, en Asie, au Japon. Beaucoup de gens utilisent encore des plantes sauvages, mais c'est vrai que la tendance de suivre notre culture occidentale fait que on les abandonne. J'ai vu le cas se passer par exemple en Malaisie où il y a une tradition d'oulam qui est de consommation de plantes de cueillette et qui n'existe
plus maintenant que chez les pauvres, parce que la Malaisie, c'est un pays riche, hein, et dès que les gens ont les moyens, eh ben, ils vont acheter du chou blanc, des poivrons, des carottes et des tomates dans les supermarchés, et ils abandonnent les plantes de cueillette. Il y a une question de statut social, c'est vraiment fondamental de penser à ça. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop confus et que je vous ai expliqué la chose, mais ça fait que concrètement, on se retrouve avec un petit nombre de végétaux cultivés qui sont tous les mêmes partout à travers le monde. Parfait, Voilà, merci pour ce rappel historique. Je voudrais aussi recontextualiser un petit peu dans la grande histoire pour, reposer des notions de chronologie. Je oui. ne sais pas si vous m'entendez bien, j'ai un petit problème de réseau, chez moi là. Là, en ce moment, on t'entend Hem, bien. Super. Donc tu as parlé de la révolution néolithique, et donc c'est, toute l'histoire de la domestication animale qui, va mener à l'élevage, et végétale qui mène à la culture et à l'agriculture en fait, qui a Mhm. effectivement commencé il y a à peu près 12 000 ans dans le croissant fertile, toute la Mésopotamie, et puis petit à petit qui s'est diffusé, jusque notamment en Europe occidentale, autour de 7 000 à 8 000 ans. Donc c'est arrivé de manière progressive. Il y a eu aussi une covivence de comment dire, eh bien, des cultures de cueillette sauvage et de l'agriculture pendant plusieurs milliers d'années en Europe occidentale. Donc chez nous, c'est beaucoup plus récent finalement. Et on peut rappeler que l'espèce humaine, Homo sapiens, a entre 200 et 300 000 ans d'existence, et que nos ancêtres hominidés, l'ancêtre hominidé le plus ancien aujourd'hui, Toumaï, aurait 7 millions d'années. Donc en fait, il y a au minimum 7 millions d'années d'existence des hominidés et du genre Homo sur cette terre, dans différentes contrées, différentes latitudes. Et pendant 7 millions d'années, notre espèce, et surtout nos espèces antérieures, nos ancêtres et nos cousins-cousines, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres sur Terre, il y en a eu des dizaines, se sont nourris exclusivement d'insectes, de petites chasses ou de grandes chasses. Grosse base alimentaire était le plantes sauvages, qui était une ressource, disons, assez régulière, abondante, alors que la chasse était beaucoup plus ponctuelle. Donc elle amenait vraiment une nourriture et une subsistance de manière très régulière dans la vie quotidienne, alors qu'effectivement l'agriculture, c'est très, très récent. Et au niveau de l'impact, sur la santé, sur l'évolution des corps, on a même assez peu de recul, vu que ça fait que, même pas, enfin 10-12 000 ans que On c'est en a, place. on a un certain nombre de choses qu'on... La santé, sur l'impact sur la santé de l'agriculture, et quel est Oui. l'intérêt de revenir, ou au moins de garnir notre assiette de plantes Alors, sauvages comestibles? alors, regarde justement, par exemple, tu dis on a peu de recul par rapport aux transformations sur notre organisme liées à l'agriculture. On en a un que les dentistes connaissent bien, c'est celui des dents de sagesse, hein. Les dents de sagesse étaient nous servaient, sont des broyeurs, hein, ces molaires, nous servaient à broyer des végétaux durs. Et depuis le néolithique, depuis qu'on consomme avant tout des bouillies de céréales et une nourriture beaucoup plus molle, eh bien, ces dents de sagesse sont devenues non fonctionnelles et nous posent les problèmes qu'on connaît. Et pour beaucoup d'entre nous, on doit les faire arracher parce qu'elles poussent un peu n'importe comment. Donc ça, c'est une chose qui est bien connue. Au niveau archéologique, par exemple, à partir du moment où l'homme a commencé à cultiver et à se nourrir beaucoup plus donc de céréales et de légumineuses, on se rend compte qu'il y a eu une péjoration de l'état de santé de la population par rapport aux populations de chasseurs-cueilleurs, et de façon absolue d'ailleurs, puisque sur les squelettes, on voit des restes de maladies. Pardon? Des fois, Qu'est-ce que ça signifie? Péjoration, qu'est-ce que ça signifie? péjoration, ça veut dire pire, quoi. Ça veut dire un plus mauvais état de santé qu'avant. L'état de OK. santé, une dégradation, si tu préfères. Une dégradation de l'état de santé qui se manifeste parfois sur des squelettes. Donc, ça veut dire que c'était des maladies graves, puisqu'elles se sont imprégnées dans les os, si l'on peut dire,
Donc ça, c'est une chose qui est bien connue, en tout cas des archéologues. Hein. C'est voilà, lié directement à la transformation de l'alimentation et en particulier à la diminution drastique de l'ingestion de micronutriments. Micronutriments, hein, pour rappel, ce sont les vitamines, ce sont les minéraux et les oligo-éléments, c'est la même chose, et ce sont les antioxydants, en gros. Et chose intéressante, la vitamine C. La vitamine C, c'est une vitamine, donc un élément indispensable au bon fonctionnement de notre organisme que nous ne produisons pas, que nous devons trouver dans notre alimentation, que doit nous apporter notre alimentation. Et la vitamine C, on en a vraiment beaucoup besoin. C'est un antioxydant essentiel et on en a besoin de grandes quantités. Et depuis 61 millions d'années, notre lignée, tu vois, donc plus loin encore que Homo, hein, 61 millions d'années, c'était des primates. Depuis 61 millions d'années, les primates ne fabriquent pas de vitamine C. Quand un organisme ne fabrique pas quelque chose dont il a besoin en grande quantité, c'est qu'il y a un avantage évolutif quelque part. Avantage évolutif, ça veut dire que c'est quelque chose qui a été sélectionné par l'évolution parce que c'était mieux de ne pas le fabriquer parce que on en avait pléthore. Notre alimentation nous apportait des quantités massives de vitamine C depuis 61 millions d'années quand même. Or, où est-ce qu'on trouve de la vitamine C? On trouve de la vitamine C dans certains fruits tropicaux comme les acérolas par exemple, ou camu camu, des choses comme ça. Certains fruits indigènes comme les cynorhodons, qui en sont vraiment très riches, mais globalement, la source la plus importante et la source la plus régulière de vitamine C, ce sont les feuilles. Ce sont les feuilles vertes. Et ces feuilles vertes, eh bien, il y en a partout, quoi. Donc ça veut dire, allez, on fait le truc, on résout l'équation simplement. Ça veut dire que pour être en bonne santé, dans notre environnement à nous, on doit manger beaucoup de feuilles vertes. On doit manger régulièrement des feuilles vertes. Ce sont elles qui nous apportent notre alimentation. Homo erectus, il est là depuis 1 million d'années, un peu plus d'1 million d'années. Homo sapiens, il est ici depuis, ici, je veux dire en Europe, depuis, allez, une petite centaine de milliers d'années. Et tout ça, c'est donc bien, bien antérieur, comme on le disait tout à l'heure, hein, à l'agriculture. Donc, notre alimentation normale, en plus de la chasse et d'autres choses, c'était une alimentation à base de feuilles de plantes sauvages, tout simplement. Et quand on s'y intéresse, tu as dit 1600 espèces de plantes en Europe, ouais, simplement autour de nous, facilement, on peut dénombrer plusieurs centaines d'espèces de plantes sauvages, en particulier d'espèces qui peuvent nous fournir des feuilles et qu'on peut trouver autour de nous pratiquement toute l'année ou qu'on se trouve sur notre bon vieux continent. Voilà. Donc ça c'est une chose qui est assez simple. Il n'y a pas que la vitamine C, il y a toutes les autres vitamines, il y a tous les minéraux, il y a les antioxydants, c'est extrêmement important, les antioxydants. On trouve ça dans les feuilles, tous les différents polyphénols, anthocyanes, des choses comme ça. Donc les feuilles en sont particulièrement riches. Je dirais, les primates se classent à peu près en 3 catégories: les insectivores, les folivores et puis les granivores. Et nous, on est un petit peu au milieu de tout ça. On a une possibilité d'alimentation qui est très large, on le sait, hein, on se dit omnivore, d'accord? C'est vrai. Mais on a un certain nombre de contraintes. On a un certain nombre de contraintes. Ça, tiens, si ça vous intéresse, vous trouverez ça dans mon dernier bouquin qui s'appelle L'art de la cueillette. Vous allez sur mon site couplan.com, vous tapez art de la cueillette, vous cherchez dans les livres art de la cueillette, et vous verrez, j'écris tout un bouquin là-dessus. C'était pour répondre à cette question qu'on pose souvent, mais est-ce qu'on peut vraiment se nourrir de plantes sauvages? Donc j'ai pris nutriment par nutriment, nutriment par nutriment, et j'ai débugué le truc. Et oui, oui, et oui, on peut se nourrir exclusivement de plantes sauvages. On l'a fait. Alors, on peut ajouter des aliments animaux, bien sûr, d'un point de vue protéique. C'est intéressant. Il faut quand même savoir une chose. C'est qu'on vous dit,
Si vous mangez des plantes, si vous devenez végétarien, on vous dit ça comme ça parce que vous n'allez même pas manger des plantes sauvages, mais si vous devenez végétarien, vous risquez des carences en protéines. Alors, c'est tendancieux, hein. C'est à la fois vrai et faux. Les protéines des céréales ou des légumineuses sont carencées en un acide aminé essentiel. Chloé, ton micro fait beaucoup de bruit. Oui, je Ton suis micro désolée, fait je suis beaucoup en de bruit, si tu peux voiture. le couper, s'il te plaît. Je le fais, merci. Merci. Et donc, voilà, si on ne consommait que des céréales ou que des Excuse-moi, légumineuses. François, est-ce que tu peux reprendre du coup, parce que ça a été un peu coupé. Ah, d'accord. Comment c'est protéines? Voilà. Voilà. Alors, protéines, donc si vous voulez, les protéines sont essentielles pour un certain nombre de processus hein, dans l'organisme. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais on vous dit, quand vous mangez, quand vous devenez végétarien, que vous allez cesser de manger des protéines animales, mais végétalien, hein, cesser de manger des protéines animales, on vous dit tu risques de manquer de protéines parce que les protéines des céréales et des légumineuses sont carencées en acide aminé essentiel, donc il doit obligatoirement être apporté par l'alimentation. Ok, c'est vrai. Voilà. Sauf que en général, on complémente céréales et légumineuses et les acides aminés essentiels manquants se trouvent combinés. Bon. De toute façon, ça ne serait pas forcément un problème. Mais une chose qu'il faut savoir, c'est que quand on s'intéresse aux feuilles vertes, là, on a des protéines foliaires, donc des protéines qui sont liées à des organes fonctionnels plutôt qu'à des organes de réserve, et que ces protéines, en fait, sont équilibrées en acides aminés essentiels. Quand vous mangez de la soupe d'ortie, quand vous buvez de la soupe d'ortie ou vous mangez une salade de pissenlit, vous ingérez des protéines qui ont la même valeur en acides aminés essentiels, donc, que si vous mangiez du poulet, du poisson, du fromage ou une côte de bœuf. Qualitativement, c'est semblable. Maintenant, quantitativement, évidemment, c'est pas la même chose. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Hein. Ça ne veut pas dire que si vous mangez 100 grammes d'ortie, vous aurez autant de protéines que si vous mangez un steak de 100 grammes. En plus, il y a des facteurs antinutritionnels dont il faut tenir compte. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Lisez l'art de la cueillette, là vous verrez, je vous explique tout ça en détail. Mais je mets l'accent sur une chose qui est vachement importante aussi, c'est que de toute façon, les protéines dans notre civilisation, on en a bien suffisamment. On en a même plutôt trop. Deuxième élément essentiel de l'alimentation, les glucides. Mais les glucides, on en a trop. La société néolithique est basée sur les glucides. Et les glucides, allez, je vous la fais simple, mais vous le savez, on commence à en parler, je pense. Trop de glucides, c'est la porte ouverte au diabète et à d'autres problèmes. Voilà. Donc, les glucides, c'est pas un bon plan. Je pense qu'on mange. Globalement, si je veux faire la critique de notre alimentation occidentale d'une façon générale, c'est probablement trop de protéines, en tout cas trop de glucides, c'est sûr. Énergie qui devrait être fournie plutôt par des lipides que par des glucides, et surtout manque de micronutriments, en particulier carence en certaines vitamines et en antioxydants. Voyez. Et quand on a compris ça, bah, c'est simple de remettre les choses en perspective. Et moi, je le fais grâce aux plantes sauvages, en consommant. J'en mange pas forcément tous les jours. Hein. Il y a des moments où je ne suis pas dans le contexte, mais très fréquemment. Et je trouve qu'il est vraiment facile d'équilibrer son alimentation de cette façon-là. Donc, voilà ce que je voulais en dire pour répondre à ta question. Je mets peut-être un peu beaucoup de temps, mais bon, je voudrais le faire jusqu'au bout. Là, on t'entend plus, Michael, ton micro est coupé. Voilà. Ok, merci pour ces compléments importants. Et justement, il y a une abondance de plantes sauvages comestibles dans nos régions. Moi, je voudrais mettre l'accent aussi sur la très forte compatibilité et proximité entre nous autres êtres humains et les plantes que nous avons autour de chez nous. Parce que en France métropolitaine, je crois qu'il y a autour de 6000 espèces de plantes. Sur ces 6000 espèces de plantes, il y en a 200, 300 qui sont, disons, toxiques, en tout cas qui inoculent la toxicité dans le corps, et une quarantaine, une cinquantaine, entre 30 et 50 qui sont toxiques à petite dose, en tout cas facilement mortelles, Oui, mais ce qui signifie qu'il y a une grande
grande partie, plus de 90 ou 95% des plantes qu'on trouve autour de nous qui sont comestibles et donc qui montrent une Alors, grande proximité, bien nourrie pendant des millénaires. Michael, je voudrais dire une chose, c'est la notion de comestibilité et de toxicité. Tu fais bien d'en parler, mais comestible, ça ne veut pas forcément dire que toutes sont vraiment bonnes à manger. Il y a des questions de, comment je peux dire, il y a des questions de dureté des plantes, il y a des questions de saveur, il y a des questions de facteurs antinutritionnels qu'on trouve dans pas mal de plantes, de tanins et d'autres choses comme ça. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y en a 95% qui sont comestibles. Mais en tout cas, il y en a une grande quantité qui peut nous apporter des éléments assimilables et puis du plaisir aussi à les consommer. Et je voudrais qu'on parle justement de cette notion de toxicité et de la classification qui est faite de manière générale, souvent en 3 catégories avec plantes sauvages ou non sauvages d'ailleurs, comestibles, toxiques et médicinales. Les choses sont très séparées avec ces 3 catégories. Pourtant, il me semble que la toxicité, ça dépend d'un certain degré. Voilà. Alors, en fait, c'est très simple. C'est très simple. La séparation en catégories, c'est uniquement une invention de notre cerveau humain qui a besoin, qui fonctionne, comment dire, de façon discrète, hein, et pas de façon analogique, si l'on peut dire, hein, pas de façon continue. Donc, nous, on a besoin, pour comprendre le monde, de le séparer. On a besoin de découper. Voilà. Mais ces découpages sont complètement artificiels. Voilà. Quand on sort de la peur qu'on a et de la recherche de la facilité, qu'on se met un petit peu au boulot, eh bien, on se rend compte qu'en fait, les choses se recoupent. Et moi, la toxicité ou la comestibilité, je mets ça sur un éventail. Il y a des plantes qui sont très peu toxiques. On pourra manger beaucoup de laitue iceberg, par exemple, on ne risque pas d'être malade. On peut manger de grandes quantités de stellaire, par exemple, on n'aura pas de problème. Quand on en arrive vers des plantes comme même les pissenlits, les gopodes, la berce, il n'y a pas de facteur antinutritionnel particulier. On peut en consommer régulièrement des quantités importantes, mais c'est toujours mieux de varier de toute façon. Ça, c'est un acquis. Ensuite, on arrive vers des plantes, par exemple, les plantes qui contiennent des oxalates, tu vois, les rumex, les oseilles, ou dans les plantes cultivées, les épinards ou la rhubarbe, les kénopodes, les amarantes. Tout ça, ce sont des plantes, soit qu'il faut désoxalatiser, et surtout qu'il ne faut pas consommer de façon trop régulière. Après, on en arrive par exemple avec les plantes alcaloïdes pyrolysidiniques comme la consoude, les consoudes, les bourrages, les borraginacées. Là, ce sont des plantes qui sont considérées comme toxiques. Si vous allez sur Internet, on vous dit la consoude, surtout ne la regardez même pas, ça risquerait de vous rendre malade. Tu vois.